Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Laboratoire. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à retrouver Victor Ferry. Je dis retrouver puisque si vous êtes des habitués de la chaîne, vous aviez sûrement suivi son interview pour 12 leçons de rhétorique. C'était une proposition pour mettre vos idées en discours et votre public en mouvement. C'est la définition que tu donnes de la rhétorique. Et Mhm. là, nous allons nous retrouver pour un bouquin légèrement plus petit, mais tout aussi puissant et extrêmement actionnable, comme on dit dans les entreprises. Gagner la guerre des idées, 12 leçons de dialectique, maîtriser la dialectique pour développer votre influence et cesser de subir. Sur la rhétorique, à l'époque, lorsqu'on s'était rencontrés, ton bouquin pouvait être porté, par exemple, par les concours d'éloquence qui sensibilisaient à cette thématique. Aujourd'hui, il suffit d'allumer une chaîne d'infos en continu pour voir à l'œuvre des personnes qui maîtrisent des outils dialectiques et d'autres pas. Et Mhm. sinon, en entreprise, je suis sûr que certains doivent râler parce qu'il y a un débat entre collègues dans un codir ou autre, et finalement, leur point de vue, ben, ce n'est pas celui-là qui est retenu, ou bien ils n'ont pas le mot de la fin. Donc je pense que toutes ces personnes pourraient être concernées, mais avant, je te laisse le soin de nous donner la différence entre, selon toi, et selon tes termes, rhétorique et dialectique. Disons que c'est la suite logique. La rhétorique, c'est un ensemble d'outils qui permettent de produire nos idées, de les sculpter, de les mettre en discours. Et donc, il y a un travail aussi bien sur la manière dont on organise différentes parties d'un discours pour que ce soit le plus efficace possible, mais également un travail sur le choix des mots pour s'assurer qu'une fois qu'on a une idée, elle puisse résonner. Donc, il va y avoir un travail, par exemple, sur le rythme, sur la répétition, sur la rime pour que nos idées puissent s'ancrer dans l'esprit des gens. Si on maîtrise la rhétorique, c'est-à-dire que si les gens commencent à prêter attention à ce qu'on fait, il se peut au bout d'un moment qu'ils nous attaquent. Et c'est quelque chose qui se passe d'ailleurs assez régulièrement. Et c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Et les gens s'arrêtent là parce qu'ils ont peur pour leur image sociale, ils ont peur de que quelque chose se brise, ils ont peur pour leur carrière, et donc les gens vont avoir tendance à diminuer leur niveau d'audace parce qu'ils ne sont pas formés à la dialectique et parce qu'ils ont peur de ce que leur parole va déclencher. Et donc l'objectif de se former à la dialectique, c'est de créer un cercle vertueux entre je formule mes idées telles que je les ressens, telles que je les pense, quitte à ce que ça fasse jaser, mais si ça fait jaser, c'est une opportunité pour moi d'utiliser des outils dialectiques. Alors, il y a plein de choses dans ton bouquin, il y a plein de choses dans tes enseignements, qu'ils soient sur YouTube, qu'ils soient via les formations que tu dispenses. J'ai glané comme ça quelques idées qui m'ont marqué ou fait sourire parce que ça me rappelle des blagues générationnelles. Style, quand j'étais jeune, on pouvait parler de Foucault. Alors certains te disaient l'animateur. Non, en fait, le philosophe. Et là, si je dis à certains que tu nous invites à faire tous comme Rousseau, peut-être que certains vont penser à la députée. À Pourraient Sandrine. même se dire si elle est vraiment en bonne maîtrise de la dialectique. Non, il s'agit du philosophe qui m'est cher puisque j'ai redécouvert en te lisant qu'il avait séjourné à Montpellier, avec des fois des mots heureux pour ma ville de naissance, et parfois même des mots plus durs. Rousseau est intéressant. Enfin, ça fait partie des personnages que j'aime bien pour ce qu'ils ont fait, plus que pour leurs idées, parce que je suis pas très favorable à la philosophie de Rousseau. Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est une personne qui a une grande influence grâce à ses idées, mais des idées qui sont formulées via différents véhicules, parce qu'il a écrit des traités de philosophie, et ces traités de philosophie ont eu de l'importance, notamment dans les discours de révolutionnaires et il a beaucoup influencé la pensée sur les droits de l'homme. Mais Rousseau a également eu un travail beaucoup plus littéraire. Un travail littéraire qui consistait notamment via le format de la correspondance fictive, de faire prendre conscience à certaines personnes, notamment les élites politiques, militaires, et religieuse de ce que ça pouvait être d'avoir le point de vue d'une femme, par exemple une femme engagée dans un mariage forcé. Et ça, on peut en parler autant qu'on veut. C'est un niveau différent d'argumenter par rapport au niveau où on fait vivre une expérience. Et donc, que Rousseau, c'était quelqu'un qui était aussi compétent sur le terrain de la philosophie, sur le terrain du combat politique, parce il a beaucoup jouté avec les gens qui ont critiqué ses ouvrages, mais qu'il était également compétent sur la capacité à faire avancer des idées via la fiction. Je pense que c'est une bonne source d'inspiration parce qu'il ne faut pas seulement viser
les idées, quand on veut créer un changement politique, il faut aussi viser la culture. Et ce qui façonne la culture, c'est les œuvres de fiction. Je pense que Walt Disney a façonné beaucoup plus la pensée des gens que les discours de Sandrine Rousseau, alors qu'ils visent un petit peu le même objectif. Tu nous rappelles de fait que la dialectique se joue sur le triple terrain, je te cite, de la philosophie, de la politique, de l'imaginaire. Oui, Tu nous invites en tant que lecteur, en tant qu'internaute, à nous interroger. C'est d'ailleurs ce que je propose aussi hein, en accompagnement à mes clients. Je leur demande quel est leur cheval de bataille. Toi, tu nous demandes quelles sont nos grandes idées. Sans oui. grandes idées, c'est pas la peine de vouloir s'intéresser à la dialectique. Tout va être château de sable. Oui, c'est le problème, tu sais que beaucoup de gens viennent se former parce qu'ils ont envie d'être plus influents, parce qu'ils ont envie d'être plus compétents, mais ils comprennent pas que la base c'est quand même les idées, c'est un travail sur ce qu'on a envie de dire et que la motivation c'est pas d'être bon en débat. La motivation, c'est d'avancer des idées et de les faire triompher. Donc, je pense que c'est important de faire un travail pour clarifier nos grandes idées. Et pour moi, une grande idée, c'est quelque chose qu'on peut incarner et enseigner. C'est-à-dire quand on formule une grande idée au début, ça a l'air un petit peu bête, du type moi je suis pour la transparence, la bienveillance, ce genre de choses. On peut vraiment dire qu'on possède une grande idée quand on va au-delà, c'est-à-dire quand on est capable d'identifier une situation où la facilité aurait été de ne pas utiliser la grande idée, mais on a quand même décidé de l'utiliser même si ça avait un coût. Il faut que on a une grande idée quand il y a un coût à la défendre, et si on l'a défendue dans l'adversité, après on a des histoires à raconter. Donc il faut être capable d'incarner ces grandes idées et ensuite il faut être capable de les enseigner, c'est-à-dire d'expliquer aux gens, mais si vous voulez aller au-delà de l'idée, ça veut dire que dans telle situation, vous devez vous efforcer de faire ça plutôt que ça. Dans tes recommandations, bon, bah, tu nous demandes quelque part d'ouvrir non pas la boîte de Pandore, mais la boîte à claques, quoi. Parce que il faut s'en prendre, quitte à, pour cela, prendre position contre les évidences. Ouais, c'est une assez bonne méthode pour trouver des choses qui peuvent être du poil à gratter, c'est de lister toutes les choses qu'on considère tout à fait évidentes dans mon domaine. Ce serait des choses du type la manipulation, c'est mal. Si tu fais un discours pour expliquer à quel point la manipulation c'est important, ou alors que la manipulation c'est un concept qui est surcoté et inintéressant, ça commence à gripper quelque chose. La pensée commence quand on va à rebours des évidences. Mais encore une fois, ça c'est vraiment l'objectif, c'est pas tellement de choquer pour choquer. Je pense qu'un bon objectif, c'est plutôt d'identifier quelles sont les zones interdites de la pensée contemporaine et se dire, mais si c'est interdit, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de mal derrière ou est-ce qu'il y a au contraire quelque chose qui serait salutaire? Ça, c'est un bon travail pour commencer à penser, mais encore une fois, l'objectif, c'est pas de polariser pour polariser. L'objectif, c'est si en réfléchissant, on tombe sur une idée qui est effectivement polarisante, d'oser l'assumer et d'avoir les moyens de le faire. Là où on va se rejoindre, euh, c'est quand tu dis que sur un débat, la vérité est secondaire, c'est d'abord une affaire d'image, tu dirais d'éthos. Oui, je pense que si on veut vraiment savoir ce que pense une personne profondément, c'est pas dans le format du débat qu'on va pouvoir l'obtenir, c'est plus dans du format de la conversation ou dans un livre ou dans une écriture d'article. Le format du débat, c'est vraiment un combat. C'est équipe contre équipe et l'objectif, c'est d'être capable de garder la face. C'est très différent parce qu'on peut faire de la dialectique en entreprise où l'objectif, c'est effectivement de tester les idées. J'aime bien mettre les gens dos à dos. Mettre les gens dos à dos pour que justement le côté émotionnel et personnalité s'annihile un petit peu. Et là, on se focalise seulement sur des questions de vérité et de clarification. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te permet d'affirmer ça? Ça, c'est pas très clair. Et là, on peut avoir effectivement quelque chose qui est confrontationnel, mais qui est au service de la vérité. Mais le débat, sinon, dans l'espace public, c'est autre chose. L'objectif, c'est d'être capable de ne pas se décomposer et je dirais que la bonne méthode, c'est de parvenir à toucher sans être touché, c'est-à-dire agacer l'autre sans se fatiguer. Tu parles beaucoup dans tes enseignements, dans ton livre, de pragma dialectique. Tu t'appuies sur des travaux d'universitaires, d'accord, j'ai lu, mais concrètement, appliqué au débat TV, où là vraiment c'est la rencontre entre deux fauves, où il n'y a aucune règle morale, c'est pratiquement une finale de Coupe du Monde, tous les coups sont permis. Comment la pragma dialectique
peut-elle faire gagner? En fait, effectivement, la pragma dialectique, c'est quelque chose qui est très important et très utile à utiliser entre gens qui s'accordent sur les règles. Donc, si ça peut être très bien en entreprise de se faire des formations là-dessus, ou entre chercheurs, ou dans une équipe où on a vraiment envie de tester les idées, ça permet de le faire le plus efficacement possible. Dans un débat où là, c'est vraiment du combat de rue. L'intérêt, c'est plus que ça permet de signaler quand l'autre se comporte mal, parce que ça nous donne un répertoire de sophismes et de règles qui peuvent être enfreintes. Et donc l'objectif, c'est toujours de dire, de signaler au public que nous nous comportons bien, nous sommes au service de la vérité, alors que l'autre fait tout le contraire. Donc ça sert à ça, ça permet de mettre des mots précis pour pouvoir être attentif à quand notre adversaire commet un sophisme et là le signaler. Alors qu'évidemment, on est nous-mêmes constamment en train de commettre des sophismes. Mais l'objectif, c'est d'avoir cette capacité de signaler quand l'autre... l'objectif, c'est ça, c'est de montrer que c'est toujours l'autre qui fait tout mal. Enfin, c'est aussi bête que ça. Et ça nous permet de le faire avec une certaine autorité, parce qu'on a des termes techniques qui permettent de pointer les failles sur notre adversaire. Quand tu parles des failles de l'adversaire, je t'entends, je te lis, bah, je me dis que c'est comme dans les arts martiaux en fait, parce qu'on peut se servir de la force de l'autre. Complètement. J'avais entraîné une politique il y a pas très longtemps là pendant la campagne européenne et je lui avais ça je pense c'est vraiment même un truc qui vient de l'art de la guerre. Je lui ai dit on n'interrompt pas un adversaire quand il est en train de commettre une erreur. Et typiquement, c'est quand on est face à un politicien qui commence à dérouler sur des sujets qui sont techniques, technocratiques, etc. On sait que c'est pas un temps de parole fort parce que tout le monde s'endort. Et donc là, on peut le laisser dérouler parce que tous les temps de parole n'ont pas la même valeur. Et ça permet à l'autre de gaspiller du temps de parole en fatiguant tout le monde. Et puis après, on peut rattaquer en mettant quelque chose sur la table de plus vivant. Donc, oui, effectivement, il faut être très attentif à ça. Et une des choses à laquelle il faut être attentif dans un débat, c'est quand est-ce que l'autre perd du temps en faisant juste des mots avec sa bouche, mais que ça intéresse personne. Et là, on n'a pas à se fatiguer, on le laisse dérouler. Puis après, on peut revenir en disant, OK, c'était passionnant, mais on va revenir au vrai sujet. Une fois de plus, nous le voyons en matière de prise de parole, puisque dès que nous abordons la dialectique, c'est qu'il va y avoir prise de parole. C'est d'abord une affaire d'écoute. Je suis d'accord il faut avoir une... mais je dirais que c'est au-delà d'une affaire d'écoute, c'est plus on pourrait dire une capacité à secondariser ses réactions, c'est-à-dire passer d'une interaction qui est subie, c'est-à-dire où on se comporte presque par réflexe, à une interaction où, avant d'agir, on se dit, tiens, mais j'ai plusieurs possibilités. Laquelle est la plus intéressante pour moi? Donc, passer effectivement d'un échange subi à un échange contrôlé. L'écoute, c'est bien pour ça parce que ça permet effectivement de ne pas être centré sur soi, mais d'être centré sur ce qui est en train de se jouer. Mais par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas seulement écouter l'autre, il faut être capable de regarder ce qui se passe du dessus et de regarder l'interaction. De mon côté, j'enseigne à mes clients à cultiver une distance qui C'est ça. permet ça. Tout à l'heure, on a démarré avec un rappel des différences entre rhétorique et dialectique. Te lire, t'entendre, c'est comprendre aussi, mais là, j'aimerais que tu nous la donnes pour ceux qui nous suivent, la différence entre stratégie et tactique. Oui. La stratégie, c'est ce qu'on planifie. On sait par exemple quand on prépare un débat qu'il va y avoir différents thèmes et l'objectif, c'est d'être capable d'identifier nos forces et nos faiblesses et les domaines sur lesquels on va avoir intérêt à dérouler et les domaines sur lesquels on a intérêt d'attirer l'autre parce qu'on sait qu'il se sentira pas bien. La tactique, c'est quelque chose qui relève vraiment du caractère, à savoir dans le feu de l'action, pas se décomposer. Et typiquement, bah, si une personne est en train de nous emmener sur un terrain dans lequel on n'a pas envie d'aller, avoir un petit sursaut d'orgueil et se dire, mais non, en fait, c'est pas de ça dont j'ai envie de parler, et comprendre que on n'a aucune obligation à l'égard d'un adversaire ou à l'égard d'un journaliste. C'est la même chose avec les journalistes. Quand les journalistes veulent nous tirer les vers du nez, si on n'a pas envie d'y aller, on n'y va pas. Et là, le concept d'intégrité est très important. C'est pour ça que cette notion rejoint la tactique, c'est qu'on le sent. On le sent quand les gens sont en train d'essayer de nous désarticuler, de nous emmener sur les terrains où on veut pas aller. Et donc la tactique, c'est ça, c'est avoir ce réflexe de se dire, tiens, mais en fait, j'ai pas envie d'y aller. Donc comment je fais pour mettre en place un mécanisme qui permet de revenir sur le terrain qui est le mien?
que j'aime bien ce que tu écris, pages 147 et 148, je te cite. Au-delà de la simple réactivité, la tactique comprend la gestion de vos réactions émotionnelles, vous permettant de rester calme, de penser clairement et de contre-attaquer efficacement en pleine action. J'adore parce que c'est là aussi l'un des enseignements du média training, c'est qu'avant tout, il faut apprendre à se centrer pour ensuite faire preuve de clarté, de confiance, de créativité. Mais se centrer, c'est comme dans les arts martiaux, comme dans toute pratique, c'est indispensable. Tu peux développer ce que tu mets derrière centré, derrière ce centré? Oui, alors se centrer va avoir un lien avec le corps et avec la respiration. Et quitte à trouver pour chacun son exercice, sa routine, qui permet de se remobiliser et à partir de là, d'avoir totalement, si tu veux, nettoyé les pensées parasites du mental pour être pleinement présent à l'instant. Voilà. C'est drôle parce que j'ai une conception qui est pour le coup plus intellectuelle de ça, mais je pense que ça peut se rejoindre. C'est que pour moi, être centré, c'est être attentif au fait qu'on nous embarque pas dans des terrains où on aura l'air bête. Et résister en fait à l'envie de commenter quand on sort de notre zone de compétence. Et pour moi, être centré, c'est en lien avec le message, mais je pense qu'on y arrive d'autant mieux qu'on est effectivement serein. Serein, aligné, avec par exemple les deux pieds au sol ou un appui sur le tabouret si tu es sur un studio. C'est le corps qui va guider l'attention et te permettre effectivement de ne pas sortir du terrain, tu nous le conseilles, que toi-même tu as délimité en début de débat, par exemple. Je rebondis juste parce que je trouve ça intéressant, mais c'est en fait, encore une fois, tout ce qu'on peut faire pour éviter d'être dans l'immédiateté, c'est important. Et donc simplement le fait que de se dire, je vais réfléchir à l'image que je suis en train de donner, je vais réfléchir à la posture que j'ai, je vais réfléchir à ma respiration, ça permet d'être moins impulsif. Et donc je vois l'intérêt de ça. Et c'est éventuellement avec le label distance que j'évoquais il y a un instant qu'on l'a, puisque la distance permet la métacommunication, permet Mhm. toujours de se dire qu'est-ce qui se passe, où j'en suis, suis-je pris par mes émotions, la colère, etc. La distance est essentielle. Tout à l'heure, tu as évoqué qu'effectivement, il faut être très à l'écoute pour dénoncer un sophisme. Tu nous recommandes en fait de mettre le plus possible l'autre dans l'inconfort et nous d'en revenir à notre terrain, d'où l'importance d'avoir un socle de grandes idées. Et j'ai adoré un de tes chapitres qui s'appelle de mémoire Faites entrer l'accusé. Parce que ta recommandation, elle va jusque-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faut y aller, il faut le niaquer. Oui, oui, c'est ça. On gagne un débat quand on est capable de maintenir le plus longtemps l'adversaire sur un terrain qui le gêne et dans une posture d'accusé. Parce que si on n'est pas très attentif à ça, il y a forcément un moment où l'autre va nous dire, tiens, mais regarde, tu dis ça, et d'un autre côté, tu fais ça. Donc il y a une incohérence entre ta parole et tes actes, ce qui est la base de la dialectique en fait. Identifier des incohérences. On a immédiatement envie de se justifier, il y a la moutarde qui nous monte au nez. Et en fait, si on perçoit ça chez l'adversaire, on sait qu'il est fichu, parce qu'il faut le maintenir là-dedans, en disant, mais ça ne justifie absolument rien, c'est quand même très grave. Et plus l'autre va s'énerver, plus il va donner une mauvaise image de lui. Alors que si ça nous arrive, si l'autre nous met sur sur un terrain comme ça, il faut signifier avec notre attitude qu'on s'en fiche complètement. Donc ça peut valoir la peine de on regarde ses notes, on regarde son téléphone, et l'autre va être décomposé parce qu'il se dit j'avais mon killer truc et ça, en fait, il s'en fiche, ça glisse sur lui. Et puis après, quand on reprend la parole, c'est ok, c'était intéressant, maintenant on va passer au vrai sujet. Et là, c'est très difficile pour l'autre. Dans les principes, voire la philosophie qui anime ces pages, je dirais qu'il y a notamment le fait de pousser l'autre à la faute et que cela altère son image. Car, je le rappelle, c'est d'abord le débat, une affaire d'image entre deux ou plusieurs personnes. Ouais, bah tu connais ça, hein, c'est ton métier, mais la mauvaise image, c'est tout ce qui a à voir avec le manque de contrôle. Donc s'énerver, mais aussi les comportements passifs-agressifs, du type quand on commence à être ironique, quand on commence à être sarcastique, il y a quelque chose qui va pas. Donc effectivement, l'objectif, c'est de faire dérailler l'image de l'autre, et c'est-à-dire le pousser vers une perte de contrôle. Et on le fait d'autant mieux qu'on le maintient en position d'accusé, parce que si on est vraiment capable ouais, de le faire dérailler en fait, en systématiquement insistant sur ses fautes. Et de notre côté, quand il essaie de jouer la même partition, on montre que ça nous est complètement égal.
ça fonctionne bien. Et je pense ce qui aide à faire ça, c'est de voir ça comme un jeu. Plus on est capable de voir ça comme un jeu, comme quelque chose de ludique, mieux c'est. Mais ça, on y arrive d'autant mieux quand on est... Là, je dirais quelque chose qui est vraiment matérialiste, mais je pense que plus on est riche, plus on est indépendant et plus on peut se permettre de dire ce genre de choses. Ça m'a choqué récemment, enfin c'est pas que ça m'a choqué, mais ça m'a frappé récemment. T'as peut-être vu cette séquence où Elon Musk dit aux annonceurs d'aller se faire voir. C'est-à-dire que après le rachat de Twitter, les annonceurs, il était dans une conférence avec les annonceurs et les annonceurs lui disent, bah, si vous changez pas telle ou telle chose sur la modération, on va enlever les pubs. Et Elon Musk lui dit, mais attendez, vous êtes en train de me faire du chantage à l'argent, à moi, mais allez vous faire voir. Et donc, je pense qu'il y a l'audace. Enfin, l'audace, ça va dans les deux sens, hein. L'audace, c'est quelque chose qui peut nous permettre de nous faire remarquer, de développer un capital social et de capitaliser dessus. Mais plus on est libre, et notamment financièrement, plus on peut se permettre d'avoir de l'audace. Donc, il y a quand même une limite aux choses que je partage. C'est que je conseille vivement aux employés de réfléchir aussi à la manière dont ils pourraient se créer un petit business à côté ou investir ou n'importe quoi qui leur donne une forme de revenu passif parce que au bout d'un moment, on n'est pas des super-héros. Et effectivement, plus on est indépendant financièrement et plus on peut être indépendant dans notre tête. Avant de terminer, je voudrais rappeler ce que je me suis mis moi dans mon porte-clés d'outils pratiques en te lisant. Donc, ta recommandation, euh, pointer les trois principales contradictions, tu les as évoquées il y a quelques instants, je te cite, des contradictions de discours entre ce qui est dit puis ce qui a été dit par mon adversaire, les contradictions de fait, différence entre son discours et puis ses actes, et également la contradiction qui est très intéressante avec le réel. Mhm, J'adore. Et je terminerai par la recommandation de l'îlot d'éloquence. À un mhm, moment donné, dans le débat, il faudra choper ce moment euh, pour donner cette valeur ajoutée, ce plus. Et justement, ce plus peut être en lien avec la dernière recommandation que j'ai notée, qui est souvent la mienne, hein, notamment pour les plus introvertis. Se battre pour quelque chose qui nous dépasse. Parce que ça donne le mhm. levier, ça donne la force. Ben, il ne reste plus qu'à ou bien suivre des formations, ou pourquoi pas te solliciter pour animer un séminaire d'entreprise, ou encore se précipiter pour lire Gagner la guerre des idées, 12 leçons de dialectique. Ça vient de sortir. Et comme le précédent, c'est sorti chez Erol. Merci beaucoup, Victor. Merci beaucoup à toi et j'embrasse tout le monde et je les encourage évidemment à dire les termes parce que la vie est trop courte pour se retenir de dire ce qu'on a sur le cœur.